Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 70e épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Caillon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a un parcours hyper singulier, journaliste, reporter d'images indépendante depuis quasiment toujours. Pour elle, branding, création de marque et média training n'ont pas de secret. Je suis hyper ravie de t'avoir à mon micro, Clémentine. Moi aussi. Je suis hyper impatiente d'avoir cette discussion ensemble et de la partager avec nos auditeurs et surtout auditrices de Reset Your Mind parce qu'il y a énormément de choses qui résonnent à la fois dans ton parcours de maman, de journaliste d'indépendance, d'entrepreneur que j'ai très envie d'aller creuser avec toi. Donc bienvenue et merci d'être à mon micro aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée. Trop cool. Clémentine, on va commencer un petit peu par te présenter. Moi, c'est ce que je perçois et je t'ai présenté de cette manière-là, mais si tu devais te présenter toi, comment est-ce que tu te présenterais, Clémentine ? Je me présenterais, je dirais que je m'appelle Clémentine Caillon. Souvent, c'est ton prénom qui te définit, je trouve. Donc voilà. Okay. Je m'appelle Clémentine Caillon, je suis entrepreneuse, je fais du média training. Et en fait, j'aide les femmes principalement à être visibles à la fois sur scène, donc en public, mais aussi en vidéo. Et c'est vraiment la vidéo qui m'intéresse le plus. Je suis aussi une maman, je suis aussi femme et je suis aussi indépendante. L'importance de l'indépendance. Quand on t'entend le dire, moi je te vois là en face de moi, il y a des étoiles quand même dans les yeux. Il y a une force qui se dégage quand tu parles. Mais parce que j'adore, je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que c'est quelque chose, un privilège qui nous est arrivé très tard, nous les femmes. On a été très longtemps sous la joug de notre mari. Et ben d'être indépendante, d'avoir des droits, faut pas l'oublier, mais c'est récent. Et donc, je trouve que c'est toujours important de célébrer ça. Toujours important de le célébrer et de pas l'oublier. Il n'y a pas si longtemps que ça, porter un pantalon, c'était encore interdit. Mais même de sortir du territoire sans ton mari, c'était interdit. Si tu avais des enfants, tu pouvais pas sortir du territoire. D'avoir un compte en banque. Des choses, alors j'imagine même pas d'avoir une boîte. Et souvent, on oublie, je trouve ça. C'est pas, c'est dire que c'est un acquis. On peut encore aller plus loin parce qu'il y a encore des choses à travailler, mais c'est important aussi. Aujourd'hui, tu accompagnes, comme tu le disais, énormément de femmes à reprendre la parole, à travailler leur image, et on va certainement y revenir un peu après, de faire savoir, au-delà du savoir-faire. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Pourquoi est-ce que c'est dans cette voie-là que tu t'es engagée et que tu t'investis tant ? Parce que j'adorais, en fait, je faisais beaucoup d'interviews que je devais délivrer ensuite, soit pour des réseaux sociaux, pour des marques, soit pour la télé. Et en fait, je faisais beaucoup d'interviews et à chaque fois que je sortais ma caméra ou que j'arrivais avec un cadreur qui sortait sa caméra, ça bloquait. Les gens étaient là, je suis hyper stressée, j'ai peur. Et j'ai vraiment conscience que de s'exposer, et surtout en vidéo, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire que souvent, ça vient travailler sur ta voix, ton image, ton corps, ton rapport à toi, ton intimité. Et c'est quelque chose qui est, déjà, qu'on n'a pas l'habitude de travailler, qu'on ne connaît pas, parce que c'est rare que tu te filmes, que tu te vois en image. Et puis, tu as un rapport aussi aux autres. Voilà, comment ça va être perçu, comment les autres, les retours des autres, et comment ce besoin aussi de plaire et de la peur du regard de l'autre. Et donc, c'est quelque chose que j'adore, en fait, quand j'accompagne les gens en face de la caméra, à parler, à s'exprimer, et puis surtout à voir que chacun a une histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'il faut toujours être humble, pas parler de soi, pas la ramener. C'est un peu la culture française. Et je trouve qu'on a tous une histoire à raconter, et on n'en a pas conscience. Et la raconter, c'est pas forcément être arrogant. Non. Raconter cette histoire, raconter ce par quoi on est passé. On voit souvent la partie émergée de l'iceberg, mais pas ce par quoi il a fallu passer pour y arriver. En France, effectivement, c'est connoté d'arrogance, alors que on a le droit aussi d'être fier de son propre travail, de toutes ces épreuves qu'on a traversées, justement. Et ça, les femmes ont beaucoup de mal à raconter cette histoire. Ah, mais se raconter pour une femme, je pense que c'est encore plus compliqué, parce que c'est mon point de vue, on nous a vraiment élevés dans le Caire. Nous, on est les femmes, les filles, les petites filles. Elles font quoi ? Elles jouent à la poupée, elles font à manger, elles font de la dinette. Donc, c'est toujours dans le collectif, pour l'autre, s'occuper du bébé. À disposition des autres. Exactement. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, donc c'est les autres avant soi. Et c'est un peu comme ça qu'on grandit, et c'est l'image de la femme idéale qui prend soin des autres, qui se la ramène pas. Et c'est ça un peu l'image de la femme. Et je trouve que
Du coup, déjà, des femmes qu'on est... C'est marrant parce qu'hier, j'étais avec des femmes cadres supérieurs dans une grosse boîte et vraiment, je vois ce frein à se raconter, à parler de soi, à parler de ses désirs, à dire ce qu'on veut. C'est vraiment une difficulté pour les femmes. Parce que très vite, on va se dire, ah ben, je suis arrogante, on va dire que je suis pas simple, que je me la pète. Je suis ambitieuse. Exactement. Et tout de suite, c'est une connotation négative. Alors que dire, bah voilà, moi, le prochain poste que j'ai envie d'avoir, c'est ça. Ou aujourd'hui, je sais faire ça, mais j'ai envie d'aller faire ça, il me manque ça, comment est-ce qu'on fait pour y aller? Bah en fait, si on le dit pas, on n'est pas Personne. identifié et personne viendra vous chercher. La nature a horreur du vide, donc... Je me rappelle d'une fois, en fait, ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. On faisait une formation We Are Famous avec Émilie Paius et on avait une DRH internationale d'un grand groupe et elle nous dit j'ai présenté une femme à un poste, il y avait un poste vacant. Et j'ai été voir mon N+1 et j'ai présenté une femme à ce poste et son N+1 a dit mais qui est cette femme? Mais c'est d'une violence pour moi d'arriver dans un groupe où certaines personnes peuvent même pas être identifiées. Et quand tu parles à la femme, tu t'aperçois qu'elle se dit, je bosse vachement bien, je remplis tous mes objectifs, on va venir me chercher. Oui. Mais ça n'existe pas en fait ça. Les ça n'existe pas. Parleront d'eux-mêmes. Mais oui. Oui. Moi je l'entends énormément en coaching aussi. Et non, en fait, navré, mais ça ne suffit plus. Et ce qui est hyper drôle, c'est que quand j'ai commencé mon activité de média training et d'accompagnement, de visibilité des femmes, j'étais convaincue que j'allais accompagner beaucoup de chefs d'entreprise. Et étonnamment, j'ai aussi beaucoup de salariés, de cadres supérieurs qui veulent avancer, qui veulent évoluer parce que, en fait, faire savoir, c'est devenu une vraie compétence en soi. À travailler. À nourrir. À nourrir, à travailler. Et puis, c'est aussi ce dont on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas évident de se mettre en avant, de parler de soi, de se montrer même physiquement par l'image et puis par la voix aussi. Donc, c'est quelque chose qui est dur et qui bloque beaucoup de femmes. Et là, ce ne serait pas un petit peu notre syndrome de la perfection, le perfectionnisme qui est chevillé à notre corps, encore plus en tant que femme, avec beaucoup de regards, beaucoup de critiques les unes envers les autres, qui sont juste au passage complètement inutiles et contre-productives. Est-ce que c'est pas aussi lié à ça? J'en suis convaincue. Il y a le côté perfectionniste, bon élève, syndrome de l'imposteur aussi. Ouais, jamais assez. Pour moi, c'est un petit mix de tout ça. Et vraiment, je trouve que c'est fou parce que je sais que moi, ça a mis du temps aussi. J'avais vraiment peur du regard des autres. J'avais peur d'y aller. Et un jour, quelqu'un m'a dit attends, mais vas-y, parce que de toute manière, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, ils continueront de te critiquer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Et tu vois, je trouve que en fait, donc là, t'attends, t'es attentiste, tu te dis bah ouais, mais j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce qu'on va dire. Qui suis-je pour parler de ça, pour oser. Et donc, moi, ça m'a souvent bloquée. Donc, vraiment, je peux en parler hyper librement parce que je suis passée par là, donc encore plus. Et vraiment, déjà, le fait d'y aller, ça va te permettre d'augmenter ta confiance en toi, mais vraiment à 300 fois. Plus parce que tu as toutes les fois où tu te dis j'y suis pas allée mais j'irai demain, mais je suis nulle, je procrastine, et du coup cette espèce de cercle vicieux de je suis pas assez bien, et puis tu nourris ça encore plus parce que comme tu passes pas à l'action, tu nourris ça, et c'est vraiment le cercle horrible vicieux qui continue, pervers. Le doute entraîne. Exactement, donc tu retardes tout, tu dis attends, je le ferai plus tard parce que là je suis pas bien en fait, donc je vais le faire plus tard. Bref, tu remets toujours à plus tard. Et donc vraiment, si j'avais un seul conseil, moi c'est fait vaut mieux que parfait. Vraiment, allez-y, faites les choses. Et moi, s'il y a un truc à changer, c'est la loi de Parkinson. Faire les choses vite. Ah oui. C'est quelque chose que tu m'as aussi énormément transmis. Flying boxing, go, let's go, on y va. Non, mais on vraiment, pas, moi, on réfléchit pas. Je me suis fait 2-3 trucs comme ça de mantra. Et vraiment, ça, c'est aller vite. Et du coup, maintenant, je me dis, OK, ça, j'ai une semaine. Non, tu vas te le faire en 3 jours ou 2 jours. Et ça m'oblige à faire... Et je fais pas plus mal. Et c'est pareil. C'est juste que peut-être que quand je rends des vidéos, des choses comme ça, peut-être que le synthé va pas être complètement à droite, mais c'est pas des choses qui vont transformer la vidéo. Quelqu'un va pas le regarder en disant ça change tout. Souvent je dis que la perfection se cache dans les micro détails, mais il y a parfois c'est pas vrai, tu vois, toi-même tu te montes le crâne en disant attends, si je fais comme ça, les gens en plus maintenant je trouve que comme c'est du consommable, que ça va très vite, c'est du jetable exactement, te prends pas la tête, va assez vite. Le message est encore plus important dans le sens communication, je trouve, aujourd'hui, transmission du message, plutôt que la forme.
Alors la forme est importante, et d'ailleurs on va y revenir, puisque toi tu as choisi la caméra, tu as choisi les images, mais effectivement on n'est pas en train de faire une œuvre d'art tous les jours. Et puis, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai longtemps travaillé pour des agences de publicité. On arrivait avec des caméras cinéma et après, on salissait les images pour donner un côté do it yourself, Ah genre fait oui, à l'iPhone. d'accord. Et donc, en fait, si tu veux, tu as des gros budgets en pub, mais il y a toujours ce côté, on recherche cette proximité, ce côté authentique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche le côté authentique et la Ça proximité, à dépend de ton ta avis? cible, en fait. En fait, là, tu vois, je te prends cet exemple. Je sais exactement à quoi je pense. Je pense à une campagne RATP qui était à destination des jeunes. Le fait que ça soit fait par un jeune avec des téléphones un peu crado, bah, le jeune, il se projette sur ça. Parce que, Connexion à exactement, l'humain, connexion en à fait. l'humain et puis connexion à ta cible, en fait. Quelle est ta cible? Qui tu cherches? Alors souvent, les gens me disent, oui, mais du coup, ma cible, elle est premium, donc il faut que je fasse des vidéos premium. Oui, mais sauf qu'en fait, ces gens-là aussi, ils font des visios. Ta visio, elle est pas premium. Quand tu fais un zoom ou n'importe quoi, ta caméra, c'est pas une caméra de cinéma. Donc, faut aussi retourner dans une réalité. Et puis aussi de complexité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus simple pour toi. Tu peux évidemment enregistrer dans des podcasts ou même faire des vidéos avec une agence, il n'y a aucun souci. C'est pas un problème. Au contraire, tu peux faire les deux. Mais en fait, il faut savoir faire les deux. Il faut savoir aussi être autonome, prendre la parole quand on a besoin, parce que c'est aussi beaucoup une question d'énergie et de situation. Et ça, c'est un truc vraiment, je trouve qu'il faut savoir, c'est-à-dire que souvent tu fais des belles vidéos, tu as travaillé ton message et puis au final c'est un bide, alors que parfois tu prends ton portable, tu fais un face cam où tu dis voilà, je viens d'assister à ça, ou je viens de vivre ça, je voudrais en parler, et tu sais même pas où tu vas vraiment, mais en fait tu le fais très spontanément et ça cartonne. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait la distinction, la différence entre les deux? L'énergie. Oui. L'humain qui parle à un humain, en fait, Ouais. j'ai l'impression. La connexion, l'envie de transmettre quelque chose, l'envie de discuter, d'échanger. Je trouve qu'il y a ton cerveau, il comprend très vite ce qui est faux, quand c'est travaillé, quand c'est dissonant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir à la fois la caméra et les images? Pourquoi? Et c'est quoi l'élément déclencheur de se dire mais je lance mon activité de ça? Parce que quand on t'écoute, ta mission, elle est quand même très forte à travers tous tes mots, tout ce que tu dis, c'est je veux aider les femmes à faire savoir. C'est quoi l'élément déclencheur derrière? Et pourquoi cet outil-là de la caméra, l'image? Bah parce que déjà, moi je suis JRI, en fait je suis journaliste reporter d'image, donc je suis cadreuse entre guillemets, et je faisais beaucoup d'interviews posées, c'était vraiment mon gros dada. Je vois toujours ce truc, mais ça peut être aussi des hommes, parce que souvent on le dit pas pour les hommes, mais les hommes aussi, ils sont pas sûrs d'eux, il y a plein de choses encore, mais sauf que, comme un homme on lui a appris à faire semblant, il sait très bien faire semblant. Quand un petit garçon il tombe, on lui dit lève-toi, c'est bon, t'as pas mal. Une petite fille, on va s'asseoir, on va dire ça va, ma princesse. On surjoue, on est trop dans le. Je dis pas que c'est trop, je dis juste que, en tout cas, on est plus attentif. Un garçon, faut que ça avance, faut pas que ça pleure. Je te parle de mon époque maintenant, c'est plus du tout ça, mais quand moi j'étais petite, c'était un peu ça. Et les hommes, un homme ne pleure pas. Je sais pas si t'as vu ton papa pleurer, mais voilà. Donc les hommes ne pleurent pas, les hommes ne s'épanchent pas. Et je dis pas que j'ai accompagné plein d'hommes, j'ai accompagné encore plein d'hommes, mais je vois qu'il y a moins de blocage parce qu'on les oblige à aller. Donc ils y vont. Alors qu'une femme, elle va toujours dire vas-y à ma place. La femme de l'ombre. Moi j'ai très souvent, parce que je coach aussi bien des hommes que des femmes aussi, et j'ai très souvent non mais moi je suis la femme de l'ombre, je fais. Et parfois j'ai certains hommes qui vont même jusqu'à dire non mais quand tu veux qu'un truc soit fait, demande à une femme en fait. Il y a le côté non mais en fait je sais que ce sera fait, je sais que c'est fiable. Alors on va pas tirer une généralité, mais j'ai entendu ça régulièrement ces dernières années et je trouve ça quand même un peu ça m'interpelle encore aujourd'hui. Pour moi, il y a deux choses dans ton message. Le premier, c'est que la femme de l'ombre, je trouve qu'il y en a plein. C'est-à-dire qu'elle dirige, elle se tait, elle ne cherche pas les honneurs. Ce n'est pas elle qui se met en avant, c'est elle qui dicte, qui règle tout. C'est la petite main qui coordonne tout, qui fait tout, qui fait que tout fonctionne. C'est ça. Mais qui est quand même primordiale, parce que sans elle, il n'y a rien. Oui. Mais elle ne prendra pas la lumière. Non, elle lèvera pas la main non plus pour dire je veux ce poste-là. Et la deuxième chose, c'est que les femmes ont tendance à surdélivrer, mais ça on est d'accord toutes les deux là-dessus. C'est-à-dire que une femme, tu lui dis ça, elle va le faire, mais en plus elle va faire un truc en plus et elle va faire rapidement et elle va se remettre en question sur tout. Donc elle va demander moins. Bref, souvent c'est un peu ça. Mais je trouve qu'il y a deux choses. Il y a je ne prends pas la lumière et je surdélivre, mais qui sont pas forcément liées pour moi. Et comment toi, t'interviens justement sur ça? Sur la femme de l'ombre, moi, j'ai longtemps dit ça, parce que comme j'étais cadreuse, je disais, je suis la femme de l'ombre, je suis la femme derrière la caméra. Et donc, je trouvais que c'était important, et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis moi-même venue à me mettre en avant, en me disant, en fait, tu peux pas passer ta vie à dire à des femmes ou à des hommes, mets-toi en avant, c'est hyper important, et pas le faire pour toi.
Et donc, c'est comme ça que moi aussi, je suis arrivée et que j'ai traversé tous ces doutes de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres. Pas très confortable, hein? Non, hyper inconfortable, mais comme je l'ai transcendé, je peux en parler hyper calmement, hyper tranquillement maintenant. Mais ça a été un chemin. C'est pour ça que je suis encore plus à l'aise d'en parler. Quand t'as cette difficulté-là, où toi aussi t'as traversé le syndrome de l'imposteur, pourquoi moi, je suis pas assez, ou ces choses-là, c'est encore plus facile d'en parler, je trouve. Et qu'est-ce que je fais pour ces femmes de l'ombre? Je dis de passer à l'action, en fait. Vraiment, je suis convaincue que, évidemment, ta première vidéo va être à chier, on va pas se mentir, faut le dire, mais tu peux te regarder 6 mois après et voir l'évolution. Et te dire, waouh, merci à cette première vidéo, parce qu'en fait, je vois mon évolution. Tu vois, ce que j'adore faire, c'est quand je fais des coachings, je fais la première prise et la dernière. Et on regarde la première et la dernière. La dernière, t'es forcément plus à l'aise. T'as oublié la caméra, tu commences à avoir presque une discussion, à te dire, c'est presque, je me trouve presque bien, tu vois. et ça, souvent, c'est en quelques heures, même parfois en 1 heure. Et je trouve que c'est hyper important de voir cette évolution en seulement 1 heure. Oui, ça a une puissance sous-estimée de voir qu'en fait, on est capable. On est capable, en pas si longtemps que ça, de transcender cette peur et de se dire, bon, ok, allez, let's go, j'y vais, de toute façon, je saute dans le grand bain. Et puis, in fine, une fois qu'on y est, tu l'as dit, il y a cette progression constante. Qu'est-ce qui est aussi important pour toi aujourd'hui dans cette société de réseaux sociaux, d'images, de communication? Pourquoi il faut... Alors, j'aime pas cette terminologie-là parce que ça fait un peu injonction supplémentaire, on en a déjà suffisamment, mais pourquoi c'est une compétence si importante aujourd'hui à travailler, se faire savoir justement, à travers les réseaux sociaux ou pas, à travers l'image ou pas? Parce que c'est ce qui va te distinguer des autres, en fait. Tes coachs business, c'est quoi la différence entre toutes tes coachs business qui existent? C'est ta manière d'être, c'est ton énergie, c'est ta façon de parler, c'est ta façon d'accompagner, mais si on le sait pas, tu vois, ça veut dire qu'il faut que les gens te connaissent, ils fassent la démarche d'aller sur ton site. Donc, si tu te rends pas visible, comment ils vont te connaître? Et dans le milieu plus corporate? Dans le milieu corporate, c'est pareil. En fait, si tu veux, là, j'espère, tu vois, si par exemple cette femme, elle avait été visible, cette femme qu'on avait proposée pour ce DRH-là, et il aurait pu dire, ah oui, je vois très bien qui est cette femme. Ah ouais, j'ai pas pensé à elle pour le poste, génial. Alors que là, il savait même pas qui c'était cette femme. Je pense que au contraire, encore plus dans les sociétés. Et c'est marrant parce que moi, je suis indépendante et quand on a créé, j'ai créé ma boîte et même quand on a créé We Are Famous, on s'est jamais dit qu'on allait toucher des salariés. On a vraiment pensé qu'aux chefs d'entreprise. Du coup, ça m'a vraiment éveillée à d'autres choses. Oui, la politique en interne. Oui, être visible. Oui, monter les échelons, gravir. Et faut être visible pour ça. Mais il faut aussi dire ses ambitions, aller voir, réclamer. Évidemment, il faut que ça suive derrière, mais c'est juste aussi que les femmes, on attend. On est attentiste. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je vois, c'est d'être attentiste, de pas se dire, OK, je prends ma carrière en main. Et c'était drôle parce que dans ce coaching que j'ai fait hier, il y avait une femme justement qui mentorait ces autres femmes en plus, et elle disait, moi, je formule, je dis ce que je veux. Et je vous conseille à dire ce que vous voulez. Vous voulez partir en déplacement dans la boîte, mais à l'étranger, dites-le. Sinon, on va pas penser à vous. Et je trouve que c'était très smart de leur dire, dites les choses que vous souhaitez. Parce qu'on va penser à vous. Et je trouve que c'est important d'avoir des mentors. C'est hyper important dans les sociétés d'avoir des mentors, je suis complètement d'accord avec toi. D'autant plus que ça ouvre la voie et il y a un enjeu aussi derrière on a le droit d'être là. On a le droit d'être à cette place. On a le droit d'être à ce poste et on a le droit aussi d'en vouloir plus. Et c'est pas parce qu'on dit je veux partir en mobilité à l'international ou je veux le poste d'après qu'on l'aura forcément. Mais ça permet au moins d'identifier, ok, j'ai ces compétences-là aujourd'hui en moi, il me manque peut-être ceci, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que l'on fait ensemble pour combler ce gap-là. Les mentors, que ce soit ligne hiérarchique ou hors ligne hiérarchique, sont hyper importantes pour ça parce qu'elles donnent cette petite impulsion qui permet justement de se dire, mais en fait, j'ai le droit d'avoir envie de... Mentor, coach, qui tu veux en fait, mais te faire accompagner, pas rester bloqué ou t'es bloqué en fait. Ça, et aussi il y avait un autre truc que je me disais, je trouve que c'est important d'avoir des rôles modèles. C'est d'ailleurs un gros problème dans beaucoup de sociétés, de grosses sociétés, c'est qu'il n'y a pas de rôle modèle femmes qui sont ambitieuses, qui sont sympas,
et qui sont accessibles. Souvent, c'est elle est ambitieuse, mais elle a les dents qui rayent le parquet. Ou elle est pas très sympa. C'est comme si un peu les femmes devaient adopter les codes masculins. Bien sûr. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, il y a des femmes hyper sympas, qui sont très ambitieuses, qui sont ultra compétentes, qui formulent ce qu'elles veulent et justement, c'est ce que je leur disais hier. Je leur disais, mais en fait, tu pourrais être le dream job, ce que tu veux, tu peux avoir le poste dont tu rêves et montrer que tu peux être tout là-haut et être sympa et être accessible et être humble. Et parce qu'elle me disait, ouais, c'est forcément arrogante, mais tu peux être très ambitieuse et pas arrogante, en fait. J'ai la chance de côtoyer de plus en plus de femmes comme ça, quand même. J'ai l'impression qu'on est une génération de transition. C'est vrai que les générations d'avant, peut-être, elles sont, comme tu dis, avec les codes masculins, parce qu'il n'y avait pas le choix. C'était les codes masculins ou rien du tout. Encore une fois, parce qu'elles en ont énormément bavé. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de compréhension, je trouve, un peu plus d'investissement dans cette sororité, dans ce partage, dans cette redistribution de j'ai réussi à aller là, mais en fait, je peux aussi tendre la main à d'autres. Et ça se fait de manière beaucoup plus forte, je trouve, depuis une dizaine d'années que 15 ou 20 ans en arrière, où effectivement, ces schémas-là que tu évoques, ils sont encore toujours là, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une transition qui est en train de se faire quand même. Mais j'allais te dire, tant mieux, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Mais moi, justement, tous ces sujets, ça m'intéresse parce que je suis maman, comme tu l'as dit, et je suis maman d'une fille. Donc, c'est encore plus, ça me touche encore plus. Je trouve que c'est important d'ouvrir la voie à tout ça. En tant que maman, justement, et d'une petite fille, qu'est-ce que tes maternités ou ta conception de la parentalité t'a apporté, justement? Moi, ça m'a appris beaucoup. C'est marrant parce que je voulais pas du tout être maman tout de suite. En fait, je l'ai été beaucoup plus tôt que je l'aurais pensé. J'aurais pensé... En fait, c'est marrant, je viens de province, je viens d'Angers. Et quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, à 28 ans, je serais mariée, j'aurais des enfants. À 28 ans, ce n'était pas le cas. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'aurai des enfants à 40 ans ou 38 ans ou un peu plus tard. Et puis, la vie a fait que mon conjoint voulait vraiment des enfants. C'est marrant parce que moi, j'ai eu l'effet inversé de quelqu'un qui me dit, allez, viens, on fait des enfants. Moi, j'étais là, non, je suis pas prête. Et donc, j'ai eu des enfants à 30 et quelques années. Et ça m'a appris énormément, en fait. Déjà, je trouve que c'est vraiment ce qui te fait le plus travailler sur toi. C'est un énorme travail. Donc, mon aîné, mon fils m'a appris à m'aimer, ce qui est quand même extraordinaire, je trouve. Mais je trouve qu'en fait, et c'est marrant parce que je suis très à l'aise pour en parler. En fait, je disais tout le temps, je suis nulle, c'est pas bien ce que je fais, je suis pas assez et tout. Et un jour, mon fils de 2 ans ou 3 ans me dit, ah, je suis nulle. Là, je me dis, ah, mais c'est sûr, ça vient de moi, ça. Tu sais, il y a des trucs, je le disais pas devant lui. Tu vois, il y a plein de trucs où t'es au téléphone, où t'es seule face à, enfin, un truc et tu dis, ah, je suis nulle. Mais jamais, au grand jamais, je l'ai fait devant lui. Je suis sûre de moi. Parce que même si, peut-être que ça a dû m'échapper, mais je fais quand même attention à ce que je dis devant eux pour être sûre de pas transmettre des choses. Voilà, chacun ses valoches. Et j'étais comme ça et je disais, et là, je vois ça et en fait, je me dis, bah, en fait, tu transmets plein de choses sans le vouloir. Il y a t'as pas forcément besoin des mots, c'est aussi des attitudes, c'est aussi de comment tu te priorises, c'est aussi de ce que tu dis de toi, comment tu parles de toi. Et donc, je me suis dit, ok, bah, c'est à moi de travailler sur moi pour m'aimer, me réconcilier avec moi, accepter ce que j'aime moins, prendre le package, moi j'appelle ça. Prendre le package dans sa globalité. Voilà, exactement, ce que t'aimes moins, et puis bah, faire la paix avec ce que t'aimes moins aussi. Et donc, ouais, ça m'a vraiment beaucoup apporté d'avoir des enfants. Moi, ça m'a... Après, chacun a son histoire avec sa maternité, mais moi, ça m'a apporté ça pour mon fils, et pour ma fille, ça m'a apporté le côté, justement, qu'à son tout pour leur laisser... une vie de rêve. Genre, une vie, en tout cas, avec moins de barrières pour les femmes. Moins de pression, moins d'injonction, moins de pression. T'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise mère. Tu vois, le côté, quoi, t'es pas allée la chercher. Encore, je trouve que ça se fait moins en moins dans notre société. Mais j'en parlais avec une copine italienne qui me disait à 16h30, si t'es pas à la sortie de l'école, c'est la catastrophe, quoi. T'es jugée, t'es genre... Et il y a encore ça existe encore dans plein de sociétés où si t'es pas là, si t'es pas en train de faire des gâteaux, si t'es pas la maman disponible, toi, t'es une mauvaise mère. Alors moi, je vais vous confier un petit secret, et je te le confie aussi, Clémentine. Je ne suis jamais allée chercher mes fils, j'ai 2 fils, à 4h30. Ah ouais? Navrée. Je suis peut-être une très mauvaise mère. J'ai mis en place tout un autre système, mais c'était impossible pour moi. Et j'ai préféré faire le choix d'une babysitter, par exemple, plutôt que le centre aéré parce que je pouvais me le permettre. Mais oui, je ne suis jamais allée chercher mes enfants à 4h30. C'est pas, tu vois, il n'y a pas de problème. Y a pas de... Et finalement... ils vont bien?
Alors, ils vont bien, et puis de deux, j'ai complètement fait la paix avec ça. Ça m'a pesé, hein. Je dis pas que la culpabilité n'a pas été là Ah, quand c'est ils ça étaient ce qui tout est petits, terrible, hein. je trouve, c'est la culpabilité. Je l'ai porté pendant très très longtemps, entre la crèche, la baby-sitter et tout, j'ai porté ça comme une croix, mais j'ai fait la paix avec, parce que au moins quand je rentrais, j'étais sereine, parce que j'avais été investie au niveau que j'avais envie au travail, et quand je rentrais, bah, j'étais vraiment avec eux. Et puis il y a des fois où c'était mon mari, leur papa qui rentrait, et c'était très bien aussi parce que c'est lui qui gérait et qui passait du temps avec eux et qui créait du lien avec eux. Il y avait une place, mais voilà. Je ferme la parenthèse sur bonne mère, pas bonne mère. Je pense qu'on a chacun et chacune une définition à trouver. Tu as parlé de ton fils. Ton fils t'a appris à t'aimer, et ta fille? Qu'est-ce qu'elle m'a appris, ma fille? Bah, si, c'est intéressant, c'est le rapport à la féminité. C'est le Ouais. rapport, tu sais, et c'est fou, hein, parce que mes enfants, en fait, toi, tu les élèves, mais tu les élèves qu'une partie du temps. Et l'autre partie, ils sont à l'école, avec des groupes de pairs, avec d'autres valeurs, avec d'autres choses. Et c'est quelque chose à conjuguer, en fait, avec les valeurs que toi, tu as aussi envie de leur transmettre. Tu vois, un jour, mon fils, il est arrivé, il m'a dit, bah, je peux pas avoir le ballon rose parce que c'est pour les filles. Moi, c'est terrible pour moi. C'est terrible. Je dis, mais ton papa, il a des costumes roses. Moi, je porte du bleu. Il n'y a pas des couleurs prédéterminées, genrées. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Ça suffit. Donc, ça et ma fille, bah, justement, le rapport à la féminité, le rapport à la sexualisation des enfants, de la femme objet aussi. T'as tout ça qui te met en perspective. Tu vois, je vois, elle se maquille, elle adore se maquiller. Et je remarque ça aussi, quand t'as une petite fille et que t'as un garçon, les interactions. Mhm. Tu vois, si ma fille, elle met une robe, Mhm. tout le monde va lui dire, qu'est-ce que t'es belle avec ta belle robe. Ouais. T'es trop belle. Et donc, nous, en plus, on doit paraître. Oui. On a tout le On temps a une ce femme. devoir d'être Mais impeccable oui, à fond. pour l'autre, Ah, pour le goût des autres en plus. tant que c'est pour toi, moi je veux dire, tu fais ce que Tant tu mieux. veux. Voilà, Mhm. exactement. Si c'est pour l'autre, je sais pas, c'est une question, c'est une question complexe, je pense. Et justement, je disais, mais c'est fou parce que nous-mêmes, on a tendance à reproduire, à dire, ah, qu'est-ce que t'es jolie, t'as mis une jolie robe. Et en fait, c'est aussi déjà véhiculer un truc du paraître. T'es pas belle si t'as pas de robe. Tu vois, t'es belle si tu t'apprêtes. T'es pas belle. Tu vois, elle me regarde, elle me dit, tu te maquilles, maman? Moi aussi, je me maquille. Pourquoi tu te maquilles? Tu vois, ça, mais tout est intéressant. Ça te remet en question sur plein de choses, sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Tu vois, qu'est-ce que ton rapport à ta beauté à toi? À l'âge aussi, parce que forcément, quand tu te maquilles, c'est parce que tu as des cernes, tu as des rides, tu veux paraître plus rayonnante par rapport au jeunisme aussi. Tu vois, donc ouais, ça, je trouve que c'est un peu métaphysique d'avoir des enfants, moi. Ça te questionne sur, mais c'est profondément. Ouais, bah tu grandis énormément avec eux à travers leurs questionnements, parce que ça remet en cause que toi, avec le temps et les années, t'as pris pour acquis. Mm, Enfin, que t'as acquis au point que bah, c'est ça la base. Et les enfants, ils te font t'interroger dessus en disant ah, mais en fait, peut-être pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai envie de passer sur ton parcours d'entrepreneuse, puisque tu es indépendante quasiment depuis toujours, mm. en fait. Pourquoi ce besoin d'indépendance parce que ça fait peur pour plein de gens, c'est Mais complètement moi, c'est effrayant. l'inverse. Ah, Non, mais moi, je pouvais pas rentrer dans une case, c'était horrible pour moi. Je détestais être en entreprise. J'avais ah ouais. vraiment du mal avec la hiérarchie, avec l'autorité. Mhm, Et c'est quelque chose qui était impossible pour moi. Et je viens d'une famille d'entrepreneurs en plus, où mhm. tout le monde est indépendant et tout le monde se fixe 16 heures. Tu vois, moi, 16h30, aller chercher mes enfants, il y a aucun souci. Je l'ai déjà fait plein de fois. Je me prends des pauses déj avec eux, mais ça me dérange pas de bosser le week-end aussi. Tu vois, c'est aussi des où je suis pas là pendant 2 semaines. Tu vois, ça Mm. c'est déjà arrivé, donc c'est aussi des je gère ça. Justement, le fait que toute ma famille soit indépendante, bah, je pense que déjà aussi ça. Tu vois, quand tes parents ils te disent, bah, je peux aller te chercher à 16h30, c'est des choix. Je te dis pas qu'ils le faisaient tout le temps, hein. Ça devait arriver une fois dans l'année, mais c'est cette liberté que tu as d'être à ton compte. Après, je dis pas que c'est évident parce que tu as d'autres injonctions, tu travailles sur d'autres choses, mais moi, ça a toujours été mon modèle. Mm. Je t'avoue que je découvre depuis un an et demi maintenant, à travers Reset Your Mind, le fait de pouvoir plus maîtriser mon propre temps et mes propres rendez-vous, je dirais. C'est pas désagréable. Ah non, c'est hyper agréable en fait. C'est quand tu arrives et que tu dis, bah en fait, tu vas faire 8h, 18h ou 8h, 20h, 20h. Mm. Tu dis, ah bon, bah, et ben là, tu vois, là, c'est pas des coups de bourre. Moi, j'ai été quand même 2 ans salariée.
Et puis, je me suis pas dit que c'était incroyable. Je trouvais pas ça fou. Je trouvais que les gens se donnaient beaucoup, se privaient beaucoup, s'oubliaient énormément, avec très peu de reconnaissance. Mais entreprendre, c'est quand même aussi hyper challenging. Et ça peut, pour certains, être hyper effrayant aussi. Comment toi, tu gères justement au quotidien? Au début, j'ai eu du mal à gérer, hein. Je t'avoue que c'était... Puis quand tu te lances, tes revenus sont pas au début récurrents, t'as pas des gros revenus, donc t'as toute une partie comme ça. Après, souvent, quand t'es jeune, t'as moins d'attentes au niveau Mhm. salarial que quand t'es plus âgé et quand t'as une famille. Mais t'apprends à gérer l'inconfort. Il y a plein de choses où t'apprends à gérer. Et je trouve que c'est ça. Toi, tu trouves que c'est risqué. Bah moi, du coup, ma frontière, ou je sais pas comment tu pourrais appeler ça, mais mon rapport au risque, il est pas le même qu'une personne salariée. Mais moi, par exemple, quand j'ai un contrat, c'est le mien. Ça vient dans ma poche. Mm. C'est pas, ça s'éparpille pas. Puis après, j'aurai mon salaire. Mm. Et je trouve que ça aussi, c'est gratifiant. C'est ça qui te fait aussi vibrer, c'est d'avoir cette reconnaissance en fait à travers ces contrats, à travers ces partenariats que tu crées pour ton propre travail. Bah ouais, en fait, c'est ton travail à toi Mm. qui est méritant. Ouais. J'aime bien cette gestion de risque que tu évoques en fait parce que quelque part c'est complètement une question de point de vue. Mais ouais, à fond. Mais je pense que c'est intéressant parce que moi, je suis pas, tu vois, il y a une incertitude, par exemple, quand il y a eu le Covid, il y a plein d'incertitudes à gérer. Ou même, il y a des crises financières, il y a des moments où c'est plus compliqué à gérer quand tu es à ton compte que d'autres. Il y a toujours des solutions, évidemment, mais ça demande des ressources, ça demande aussi de se poser, de changer de perspective, de voir Mhm. différemment les choses. Que des salariés vont pas avoir, mais les salariés vont avoir souvent des postes qui évoluent pas forcément beaucoup. Et puis, pas une gestion de leur temps. Tu vois, moi, quand j'ai une de mes très bonnes amies qui est DRH, et elle me disait, bah ouais, je peux pas trop faire des week-ends copines parce que sinon, je vois que 3 heures mon fils dans la semaine. Mm. Bah, je trouve que c'est dur d'entendre Ouais. ça. Ouais, c'est le lot malheureusement de beaucoup de parents quand tu es dans un milieu salarié, on va dire, peu importe. Oui, le soir tu rentres, tu les vois une demi-heure, 1 heure. Ouais, Ça c'est fait ça. culpabiliser beaucoup. Ouais. Mais c'est pas une question de culpabilité parce que si toi, t'es bien avec ça, Oui, et si toi, tu es à l'aise et que ton objectif, c'est de faire une carrière, en fait, c'est comment t'es, toi, avec toi-même. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on aurait dû me dire plus, d'ailleurs. Genre, en fait, ne culpabilise pas parce que les premières années de mes enfants, j'ai énormément travaillé, j'étais en tournage, énormément en tournage. Je n'étais pas forcément beaucoup là. Je partais parfois une semaine, je partais les week-ends. Donc, ouais, je les ai fait beaucoup garder, ou c'est mon conjoint qui le gardait. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé. mmh. Vraiment, j'étais là, je passais, quand j'étais en tournage, je regardais les photos de mes enfants. Quand je revenais, j'ai trouvé insupportable. Mmh. Je pouvais pas les voir. Mais c'est toute la difficulté et c'est pour ça que je parlais aussi de culpabilité malgré tout, c'est que, c'est hyper difficile. Tu es au bureau, tu penses à tes enfants ou là, tu es en tournage, tu penses à eux, mais en même temps, tu es bien et tu as le droit d'être bien au bureau. Et quand tu es avec tes enfants, tu es toujours en train de te dire: «Ah mince, je devrais ceci ou je devrais cela». Et en fait, je pense que c'est un équilibre qui est très, très personnel à trouver. Tu le dis à demi-mot, mais c'est vraiment très personnel. Ah oui, c'est extrêmement personnel. De toute façon, qui mieux que toi-même peut savoir ce qui est Mmh. bon pour toi et tes Mmh. enfants. Et je trouve qu'en fait, maintenant, ce que j'ai appris vraiment avec l'expérience, c'est du temps de qualité. C'est-à-dire, ça sert à rien d'avoir beaucoup de temps si t'es pas là. Il faut mieux avoir peu de temps, mais de qualité. Que après, j'ai envie de te dire, tu vois, moi, je l'ai trouvé insupportable. J'avais qu'une seule envie, c'était de repartir en tournage, parce qu'il me faisait payer le fait que j'étais pas dispo, que j'étais partie une semaine. Et puis, c'est ça aussi la vraie vie, parce que ça aussi, on te le dit pas. Oui. Oui, non, ça ne sera pas que des moments de joie et d'éclats de rire. Ouais, et ça fait partie du package, comme tu disais tout Exactement. à l'heure. Et c'est OK, et c'est hyper important aussi de passer ces moments-là parce que c'est ça qui fait le lien encore plus, qui crée le lien, qui crée les souvenirs, qui... Bah ouais, c'est aussi ça. C'est pas agréable, mais c'est Mm, aussi ça. tout à fait. Je reviens sur la partie entrepreneur. Quel est ton pire souvenir d'entrepreneur? Putain, on en a parlé. Toi, je sais ce que tu veux que je dise. Ah, moi, je veux rien que tu dises. Je veux juste que tu nous partages ce que tu as envie de partager. Non, alors, non, je dis, il y a toujours plein de souvenirs, des pires souvenirs d'entrepreneurs. J'ai liquidé une boîte, donc en 2020, on est pendant le Covid, je viens d'accoucher et je vois que tout est fermé, donc en fait, je n'ai plus du tout de... Il y a plus de business, il y en a plus du tout. Et donc, à la fin du Covid, je décide de liquider ma boîte. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que cette épreuve, qui a quand même été une épreuve, parce que j'ai quand même passé 6 mois sans dormir, là je te le fais très très brièvement, mais avec un bébé,
à me dire, mais qu'est-ce que j'ai eu le nez creux de faire un bébé pile pendant le Covid, vraiment, ça, c'est... Bon, c'était pas prévisible, mais voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait savoir que t'allais il y a plein de gens qui ont fait des bébés pendant le Covid, moi, je l'ai fait avant. Et donc, je me rappelle très bien que je dormais pas, de toute façon, j'allaitais aussi, donc je dormais pas beaucoup, et j'étais là, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et vraiment, c'était très... Ouais, c'était hyper insécure. J'étais très insécurisée. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire et tout? Et j'ai liquidé ma boîte. J'ai bossé beaucoup les années d'après pour justement, parce qu'on avait forcément touché à nos économies pendant le Covid pour justement vivre. Et après, j'ai vachement taffé. J'ai enchaîné à fond. J'ai très, très bien gagné ma vie. Extrêmement bien. Et ça a été un peu, tu sais, c'est un peu le truc de, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Bah, le fait d'avoir toutes ces épreuves et de m'en sortir très bien, bah, ça me permet de voir cette épreuve en me disant, bah, en fait, j'aurais dû être plus cool, plus détendue, tu vois. Et au final, ça va toujours bien se passer. Tu vois, personne n'est mort. En tout cas, j'ai eu la chance de ne pas avoir de personnes mortes autour de moi touchées par le Covid. Et je trouve qu'on a souvent tendance, quand on est dans un marasme ou quand on traverse des difficultés, à se dire, à voir tout négativement. Et maintenant, si je devais prendre un peu de recul sur tout ça, je me dirais, tout va bien se passer. Détends-toi, ça va bien se passer, tout va bien se passer. Parce que là, maintenant, avec ça m'a permis de liquider cette boîte, de faire ce super chiffre d'affaires, puis ensuite d'avoir tous ces business qui sont rentrés. Bah, ça me permet de me dire, en fait, t'es capable. Tu peux toujours te sortir de n'importe quelle situation. Et de se dire ça, quand tu traverses vraiment un peu l'apocalypse, la fin du monde avec le Covid, bah, tu te dis, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui va pouvoir m'arrêter dans la vie. Et c'est une énorme force parce que quand je me suis dit, allez, je me lance dans ce business, bah, j'ai pas réfléchi 35 ans. Je l'ai fait assez rapidement. Alors que je pourrais me dire, ah ouais, mais la sécurité, du salaire, des trucs de... Je suis là pour moi. J'assure tes arrières, je suis capable d'assurer mes propres arrières. Ouais, exactement. Et je trouve que c'était hyper important de se faire confiance. C'est plutôt ce que ça m'a appris, le Covid, c'est de se faire confiance. Tu dis aussi souvent que c'est en faisant qu'on apprend. Ah, moi, je crois vraiment ça. J'ai très envie de te demander, parce que je t'ai parlé de l'expérience le souvenir plus désagréable, mais quel est ton meilleur souvenir aussi en tant qu'entrepreneuse? J'en ai plein. Mais non, mais je trouve que ce que j'adore et ce que je trouve hyper intéressant, c'est au début, tu fais des choses, tu te dis, ah, comment je vais gérer ça? Et tu le fais, tu te dis... Moi, j'ai mis très longtemps à être fière de moi et à me dire, ah, c'est vachement bien ce que j'ai fait. C'était vraiment très compliqué. Je pense que ça, c'est vraiment un truc de l'âge. Se dire, attends, on va apprendre la bienveillance. On va apprendre à être contente, fière de soi, célébrer ses victoires, même petites. C'est vraiment... Et je pense que ça, c'est aussi les enfants. Tu vois, typiquement de dire, attends, c'est aussi bien d'être fier de soi et de construire. Parce que c'est aussi ce qui fait que tu as confiance en toi. Parce qu'il te permet de tenir la distance, en fait, de célébrer comme ça régulièrement, de te dire, hey, là, c'est cool. Oui, c'est pas seulement la finalité, la ligne d'arrivée de l'Ironman ou du marathon, mais c'est aussi chaque kilomètre. C'est le chemin. C'est hyper important, sinon en fait au bout de 2 kilomètres t'as juste plus envie. Et je pense c'est ça, et à chaque fois de sortir de challenge et de me dire ok, ben, je l'ai fait, ça je l'ai fait. Bon, je vais te parler dernièrement d'une conférence que j'ai faite en anglais, et vraiment ça c'était très challengeant pour moi parce que j'ai dû parler en anglais la dernière fois en Erasmus, donc autant dire que ça faisait bien longtemps. Et je me dis ok, et ça faisait longtemps, je me dis il faut vraiment que je me prépare, donc je commençais à reprendre des cours d'anglais à droite à gauche en me disant vas-y, il faut que je m'y remette, et comme d'hab, on m'a appelé pour faire une conférence en anglais. J'ai dit bah ok, très bien, je le fais. Et donc j'ai pris une coach en anglais pour justement travailler cette conférence. Mais tu vois, je trouve que c'est aussi ça, c'est que les choses arrivent et du coup tu fais en sorte que ça se passe bien. Et si j'avais pas eu cette conférence qu'on m'avait proposée, bah j'aurais pas pris cette coach en anglais, j'aurais pas progressé, j'aurais pas fait ma conférence. Tu vois, c'est aussi comme ça. Je trouve c'est comme ça que tu te mets en mouvement tout le temps et tu te retournes et tu te dis hey, je l'ai fait. Ouais. C'est pas forcément hyper agréable, mais je l'ai fait. Et donc j'ai ce mantra tout le temps et que je partage beaucoup à mes coachés. C'est quand elles me disent ou ils me disent j'ai peur. Ouais. Mais j'y vais. Mais oui, c'est ça, moi j'adore. Et c'est après se retourner quand t'as dit plein de fois j'ai peur, mais j'y vais, c'est de se retourner et de se dire waouh, tout ce chemin que j'ai parcouru, toutes ces choses qui m'ont fait peur, que j'ai faites et sur le coup c'était pas forcément agréable, mais en fait tu l'as refait et ça se passe bien. Et c'est ça qui te permet de passer des paliers, en fait, j'ai l'impression aussi dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans le quotidien. J'ai peur mais j'y vais, et puis tu te rends compte que ah ouais, cool, et ça te donne souvent aussi envie d'aller encore un petit peu plus loin. Ben surtout, tu t'autorises. Tu te dis, ah, ça s'est bien passé.
Bon, c'était pas tout le temps confortable, mais ça c'est, personne n'est mort, tout va bien, je suis en vie, je me suis pas fait lyncher sur la place publique, c'est bon, je suis là encore, allez, on y va. Et donc, je trouve que c'est important aussi de te dire, tu progresses, t'évolues, et je trouve que c'est un truc qu'on oublie trop. Moi, j'adore cette phrase d'enfant qui dit faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. J'adore cette phrase. J'adore. C'est un de mes leitmotivs. C'est on peut excellemment bien travailler, excellemment bien faire les choses de manière très investie, mais sans se prendre trop au sérieux. Je trouve que c'est hyper intéressant. Tu vois, j'adore le. Et puis, on a oublié qu'il y a un moment dans notre vie, on apprenait tout le temps. En fait, quand on est enfant, tu sais pas marcher, t'apprends à marcher. Tu sais pas parler, t'apprends à parler. Toute la vie est un grand apprentissage. Et il y a un moment, comme si t'étais adulte, fallait arrêter d'apprendre. Savoir tout sur tout, réponse à tout. Exactement. Moi, il y a plein de fois où je dis, je ne sais pas. Ouais. Et ça, c'est un truc, mais jamais je l'aurais dit avant. Je me rappelle, je bossais chez un commissaire-priseur après mes études de droit. Et souvent, ça arrivait qu'on arrive avec une œuvre et je ne savais absolument pas ce que c'était. Et qu'on me dise, et je ne disais rien. Je disais, est-ce que quelqu'un veut un café? Et je m'en sortais toujours comme ça. Donc, c'est le running gag avec mes potes de dire quelqu'un veut un café dès qu'on ne sait pas une phrase. Et au lieu de dire, non, je ne sais pas. Par contre, je gardais le chose et après, j'allais chercher sur Internet pour trouver l'artiste ou l'œuvre. Mais tu vois, maintenant, je pense que je me ferais passer pour la plus bête de la salle. Et j'aurais aucun problème à ça. Mais je pense qu'il faut avoir un peu de confiance en soi pour se dire, ok, je ne sais pas. Non, sur ce point-là, précisément, j'ai pas la réponse. Et tu vois, je trouve que ça, c'est un truc qui vient avec l'âge. Et je trouve que si ça aussi, tu peux l'apprendre plus jeune, c'est vraiment un truc que j'aurais adoré dire. Et je ne sais pas. En plus, en étant indépendante ou entrepreneur, il y a cet enjeu encore plus vrai de s'autoriser à faire des choses pour la première fois. Ne pas savoir, justement. Et je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de s'autoriser à faire des choses pour la première fois quand tu es entrepreneur, c'est d'autant plus critique. De toute façon, en vrai, il y a plein de premières fois. Je veux dire, la première fois, tu fais ta compta, la première fois... Voilà, et c'est pas nickel du premier coup, et c'est hyper important de s'autoriser à ça. Non, je pense, je suis d'accord. Et s'il y a plein de premières fois, en vrai, au début, quand tu te lances, avant de déléguer, souvent, tu fais beaucoup de choses toute seule. Et donc, forcément, tu apprends plein de choses. Et puis, très vite, tu commences à déléguer. Mais au début, tu passes par ça. Super, Clémentine. Merci beaucoup pour ce temps. Moi, j'ai envie, pour conclure, de te demander si tu avais un tips ou un mantra pour les personnes qui nous écoutent. Quelque chose que tu aurais envie de laisser. Alors, j'en ai 3. J'en ai pas un, j'en ai 3. Crois en toi. Vraiment, il n'y a personne d'autre qui croira en toi à part toi-même. Vraiment, c'est mon mantra le plus fort. Deuxième, échoue. Et c'est pas grave d'échouer, vraiment, c'est soit t'apprends, soit tu gagnes, mais vraiment, relève-toi le plus vite possible, c'est pas grave. Digère, prends le temps que t'as besoin, mais faut pas que ça t'arrête. En vrai, c'est qu'un apprentissage et je trouve que vraiment, je suis pour dire aux gens, tester des choses, échouer, recommencer, allez-y, mais mettez-vous en mouvement. Et la troisième chose, tes faiblesses sont souvent tes plus grandes forces une fois acceptées. Une fois qu'on arrête de les alimenter, on peut les inverser. Exactement, les voir différemment. Et oser, toujours oser. Ouais. Allez-y, passez à l'action. Super. Je pense que vous l'aurez compris pourquoi il était aussi important pour moi que Clémentine soit à mon micro aujourd'hui. J'avais vraiment envie de partager avec vous cette énergie que je capte à chaque fois que je peux croiser Clémentine. Si vous avez besoin de la contacter, vous retrouverez bien évidemment ses coordonnées dans les commentaires de l'épisode. Mais pour conclure, moi j'ai vraiment envie de te remercier Clémentine, de réconcilier en fait cette image, cette place qu'on a le droit de prendre, y compris dans ce faire savoir, y compris dans cette sécurisation qu'on a à construire autour de nous-mêmes et de cette réconciliation avec l'image. Et oui, on a notre place, on est légitime là où on est et osons, même si on ne sait pas tout, même si on n'a pas réponse à tout. Et quand on voit ce parcours d'indépendance du début à la fin, je le trouve très inspirant. Donc merci d'avoir pris le temps, Clément. Merci beaucoup. Merci à toi. Reset Your Mind, tu le sais, c'est régulièrement des challenges pour venir un peu bousculer tes façons de fonctionner, tes façons de penser. Au mois de septembre, j'ai décidé de mettre à disposition un challenge sur 5 jours afin de revoir et de challenger ta gestion du temps. Je sais, la rentrée est à peine commencée, que tu as déjà l'impression d'être en retard. Et bien justement, dans ce challenge, on va venir interroger ton mode de fonctionnement et je te partagerai énormément de tips pour que tu puisses redéfinir
cette relation au temps et reprendre le pouvoir de ton temps. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi un message en MP ou à contact@resetyourmind.fr. À très vite. Et si cet épisode t'a plu, t'a intéressé, eh bien prends quelques instants s'il te plaît pour le noter. Quelques étoiles ont un impact bien plus grand que tu ne le penses. Et n'hésite pas non plus à me partager tes questions en commentaire ou en sous-titre de l'épisode. C'est toujours très important pour moi de les lire et de vous y répondre. À très vite!